Ma femme et son amant avocat m'ont volé 6,2 millions d'euros puis j'ai découvert le compte de mon grand-père de 1960 qui a tout changé. Mon nom est Raymond Hulbrook et j'ai 45 ans. Il y a 3 mois, ma fortune s'élevait à près de 6,5 millions d'euros. Je possédais une entreprise florissante de fourniture de plomberie, je vivais dans une maison coloniale de 6 chambres et j'avais 2 enfants à l'université. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le fait de tout perdre m'a conduit à découvrir quelque chose qui a changé toute ma vie. Lorsque mon ex-femme Véronica et son petit ami avocat m'ont dépouillé de tout et m'ont ri au nez, j'ai cru que je n'avais plus de raison de vivre. Mais parfois, les voies du Seigneur sont impénétrables, et les plus grandes bénédictions se présentent déguisées en les pires désastres. « Ris, tu es pathétique », avait dit Véronica, debout dans le couloir du tribunal, le bras de Denny Caulfield autour de sa taille. 20 ans de mariage, et tu n'as jamais rien vu venir. Quel homme d'affaires tu fais? Denny a affiché un sourire en coin en ajustant son costume italien. Rien de personnel, Raymond. Enfin, si, je suppose que c'est devenu personnel maintenant. Ils ont ri tous les deux, le son de leur rire résonnant sur les murs de marbre comme un couteau qui se tordait dans mes entrailles. Je suis resté là, dans mon seul costume restant, à les regarder repartir avec tout ce que j'avais bâti. L'entreprise que j'avais créée à partir de rien. La maison où mes enfants avaient fait leur premier pas. Le compte épargne qui contenait 6,2 millions d'euros. Même la garde de Mason et Sophia, mes jumeaux de 19 ans. Poursuis-moi en justice, a crié Véronica par-dessus son épaule. Oh, attends. Tu n'as plus les moyens de te payer un avocat. Je suis intouchable maintenant, Ray. Denny s'en était assuré. 3 mois plus tard, j'en étais réduit à mes derniers 930 euros, vivant dans un studio qui sentait le moisi et la défaite. C'est alors que je me suis souvenu d'un vieux compte épargne que mon grand-père Eugène avait ouvert à ma naissance. Il devait y avoir environ 47 euros dessus. Je me suis dit que je pouvais aussi bien le clôturer, peut-être m'offrir un repas décent pour une fois. Mais lorsque la guichetière de la banque a affiché le compte et que son visage est devenu blanc comme un linge, lorsqu'elle a appelé son directeur avec des mains tremblantes, lorsqu'ils ont tous les deux fixé l'écran d'ordinateur comme s'ils avaient vu un fantôme, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Monsieur Hulbrook, a dit le directeur, sa voix à peine un murmure. Ce compte a accumulé des intérêts composés depuis 1960. Il a tourné l'écran vers moi, et ce que j'ai vu a fait vaciller mes genoux. La femme qui pensait m'avoir détruit. L'avocat qui pensait avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Parce que mon grand-père, un simple ouvrier d'usine qui n'avait jamais gagné plus de 14 000 euros par an, venait de tendre la main d'outre-tombe pour sauver son petit-fils de la manière la plus spectaculaire qui soit. Voici cette histoire. Et croyez-moi, vous voudrez entendre chaque mot de ce qui s'est passé ensuite. J'ai besoin que vous compreniez qui j'étais avant que tout ne s'effondre, car c'est la seule façon pour vous de saisir à quel point je suis tombé bas et à quel point j'étais aveugle à ce qui se passait juste sous mon nez. L'entreprise, Hulbrook Fourniture de Plomberie, a débuté dans un garage loué dans le Queens en 2004. J'avais 25 ans, un diplôme de commerce, une femme enceinte, et exactement 11 000 euros que mon père Harold m'avait laissé à sa mort. Chaque matin à 4h30, j'embrassais le ventre arrondi de Véronica et je me rendais à ce garage où je triais l'inventaire jusqu'à l'arrivée de mes premiers clients. Les entrepreneurs savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour avoir ce dont ils avaient besoin, quand ils en avaient besoin, à un prix juste. Tu vas t'épuiser au travail, disait Véronica durant ses premières années, en me massant les épaules alors que j'étais penché sur les comptes à la table de la cuisine. Les bébés ont besoin d'un père, pas seulement d'un pourvoyeur. Les bébés, c'était Mason et Sophia, des jumeaux nés pendant une tempête de neige en novembre. Je me souviens les avoir tenus dans mes bras pour la première fois, ces minuscules humains parfaits, et leur avoir promis que je leur donnerais tout ce que je n'avais jamais eu. Mon enfance n'avait pas été pauvre à proprement parler, mais nous avions toujours vécu au jour le jour. Mon grand-père, Eugène, avait travaillé à l'usine Chrysler pendant 40 ans. Mon père avait été superviseur de maintenance dans un hôpital. Du bon travail, honnête, mais jamais tout à fait assez pour cesser de s'inquiéter pour l'argent. Au moment où les jumeaux ont eu 10 ans, j'avais déménagé l'entreprise dans un entrepôt de 1400 mètres carrés. Nous avions 32 employés, dont mon frère Tommy, qui gérait la flotte de livraison, et mon cousin Frank, qui s'occupait des comptes professionnels. Le jeudi matin, je rencontrais Walter Drummond, mon comptable, au Murphy's dîner sur Forum Road. « Ray, tu as construit quelque chose de spécial ici », disait Walter,
en étalant les rapports trimestriels entre nos tasses de café et nos assiettes d'œufs. La plupart des entreprises font faillite dans les 5 premières années. Toi, ça fait 16 ans et tu as une croissance annuelle de 20%. Les chiffres étaient plus que bons. Nous avions décroché le contrat pour fournir le Brennan Construction Group, le plus grand constructeur commercial de la région des 3 États. Ce seul compte rapportait près de 1,9 million d'euros par an. En ajoutant nos autres clients commerciaux et la vente au détail, nous générions environ 7,4 millions d'euros de revenus annuels. Après les dépenses et des investissements judicieux, j'avais accumulé ce magnifique chiffre de 6,2 millions d'euros d'épargne. Notre maison dans le Westchester était tout ce dont Véronica avait rêvé quand nous étions jeunes et fauchés. 6 chambres, 4 salles de bain, une piscine et une cuisine qu'elle avait fait redessiner 3 fois. Elle avait quitté son emploi d'hygiéniste dentaire après l'entrée de Mason et Sophia à l'école, se consacrant à ce qu'elle appelait la gestion de notre présence sociale. Le country club, ce n'est pas que pour le golf, Ray, expliquait-elle lorsque je remettais en question les frais d'adhésion. C'est là que les affaires se concluent, où les bonnes connexions se font. Elle avait probablement raison. Plusieurs contrats étaient venus de gars que j'avais rencontrés lors d'événements du club, bien que j'aie à peine eu le temps d'y assister moi-même. Véronica allait au déjeuner des dames, aux galas de charité, aux dégustations de vin. Elle rentrait à la maison en parlant de tel ou tel membre, de leur résidence secondaire, de leur voyage en Europe. Le nom de Denny Caulfield a commencé à apparaître dans ses récits environ 2 ans avant que tout n'explose. Son cabinet s'occupe de tous les divorces de personnes fortunées, a-t-elle mentionné nonchalamment un soir. Il est devenu associé à 35 ans. Tu imagines? Je ne pouvais pas imaginer, car j'étais trop occupé à travailler pour de vrai. Ma journée type commençait à 5 heures du matin et se terminait à 20 heures. Le samedi, je faisais de la paperasse. Le dimanche était censé être une journée familiale, mais le plus souvent, on m'appelait pour une urgence, une canalisation rompue sur un chantier, une livraison retardée qui devait être triée. Toujours quelque chose. Mason était au Boston College pour étudier le commerce, suivant mes traces. Sophia était à l'université de New York pour le marketing. Les frais de scolarité combinés nous coûtaient environ 130 000 euros par an, mais je les payais avec joie. C'étaient de bons enfants, intelligents. Ils m'envoyaient des textos de temps en temps, principalement pour des besoins d'argent, parfois juste pour dire bonjour. Véronica s'occupait de la plupart des choses parentales, des appels concernant les notes, les relations et les projets du week-end. Papa travaille tout le temps. J'ai un jour entendu Sophia dire à son ami au haut-parleur, « Maman dit qu'il aime cet entrepôt plus que nous. » Ça m'a blessé, mais je me disais que je construisais quelque chose pour eux. Chaque journée de 16 heures, chaque récital ou match manqué, chaque vacances en famille que je reportais, tout cela était un investissement dans leur avenir. L'entreprise leur appartiendrait un jour. L'argent garantirait qu'ils n'auraient jamais à lutter comme moi. Mon père était mort depuis 5 ans à l'époque, mais parfois j'entendais encore sa voix, « Personne, sur son lit de mort, ne regrette de ne pas avoir passé plus de temps au travail, fiston. » Mais j'avais repoussé cette voix, ainsi que la distance grandissante dans les yeux de Véronica, et la façon dont elle avait commencé à rentrer plus tard, à boire plus de vin et à traiter notre chambre comme une chambre d'hôtel où elle ne faisait que passer. Je pensais que nous construisions un empire ensemble. Je n'avais pas réalisé qu'elle en planifiait la démolition. Mardi 14 mars. La date est gravée dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. J'avais quitté l'entrepôt plus tôt pour une fois, vers 15 heures, car c'était notre 22e anniversaire de mariage. J'avais 2 douzaines d'euros sur le siège passager et une réservation chez La Sirène, le restaurant français où nous nous étions fiancés toutes ces années auparavant. La première chose que j'ai remarquée, c'est la BMW noire de Denny Caulfield dans mon allée. Je connaissais cette voiture parce que Véronica me l'avait montrée au Country Club 2 mois plus tôt, s'extasiant sur l'intérieur en cuir personnalisé et le prix. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que les rideaux de la chambre étaient tirés, ce qui était étrange en plein milieu de la journée. Je suis resté dans mon propre hall d'entrée pendant une minute entière, les roses à la main, écoutant les bruits venant de l'étage. Ma chambre, mon lit. C'est le rire qui m'a fait bouger. Pas un rire coupable ou nerveux, mais un rire confortable, familier, comme s'il faisait cela depuis si longtemps que c'était devenu une routine. Je ne les ai pas confrontés. Au lieu de cela, je suis resté assis dans mon camion pendant 3 heures, regardant Denny quitter ma maison à 18h30, embrassant ma femme en guise d'au revoir sur le pas de ma porte comme si l'endroit lui appartenait. Véronica lui a fait un signe de la main depuis l'entrée,
vêtue du peignoir en soie que je lui avais acheté pour Noël. Quand je suis finalement rentré à 20 h, elle était fraîchement douchée, préparait le dîner en fredonnant. « Tu es en retard », a-t-elle dit sans lever les yeux de la cuisinière. « Anniversaire ou pas, tu aurais pu appeler. » Les papiers du divorce m'ont été signifiés le lendemain matin à 9h15 précise. J'étais en pleine réunion du personnel lorsque l'huissier est entré dans notre salle de conférence. 32 employés ont regardé tandis qu'on me remettait les documents qui allaient détruire tout ce que j'avais bâti. Raymond Hulbrook, a demandé l'huissier. Oui. Vous êtes officiellement assigné. Tommy, mon frère, s'est levé comme s'il était prêt à jeter le type dehors, mais je lui ai fait signe de se calmer. Mes mains étaient étonnamment stables en ouvrant l'enveloppe. Véronica ne demandait pas seulement le divorce. Elle invoquait l'abandon de domicile, la violence psychologique, la manipulation financière, la dissimulation d'actifs et l'infidélité. Chaque accusation était un mensonge. Mais cela n'avait pas d'importance. Denis avait concocté un chef-d'œuvre de destruction juridique. La première réunion avec les avocats a eu lieu dans le bureau de Denis, une démonstration de force pour me montrer qui était en contrôle. Véronica était assise à côté de lui dans un nouveau tailleur de créateur, des boucles d'oreilles en diamant que je n'avais jamais vues auparavant scintillant à la lumière. Elle ne me regardait pas directement. Ma cliente souffre en silence depuis des années, a commencé Denis, sa main posée sur le bras de Véronica. Votre addiction au travail, votre absence émotionnelle, votre priorisation de l'argent sur la famille. Nous avons des documents remontant à 5 ans. Quels documents, a demandé Paul Redfield, mon avocat. Denis a produit une boîte de dossiers. Des journaux intimes que Véronica aurait tenus détaillant ma négligence, des photos de moi au travail pendant des événements familiaux, des relevés bancaires qu'elle prétendait montrer des transferts suspects, et même des déclarations sous serment de membres du country club disant qu'ils avaient été témoins de mon comportement contrôlant et de mon agression verbale. C'est de la fiction, ai-je dit, la voix brisée. Véronica, dis-leur que ce sont des mensonges. Elle m'a enfin regardé, et ses yeux étaient froids comme l'hiver. Le seul mensonge, c'était de prétendre que notre mariage signifiait quelque chose pour toi, Ray. Denis m'a aidé à voir la vérité. L'expert comptable qu'ils ont fait venir était le cousin de Denis, bien que nous ne l'ayons découvert que plus tard. Il a témoigné que j'avais caché des actifs, déplacé de l'argent à l'étranger, sous-évalué l'entreprise. Chaque démenti me coûtait plus cher en frais de justice. Chaque document que je devais produire prenait du temps et de l'argent. Paul était dépassé, surclassé, et je pense un peu effrayé par la réputation de Denis. Ray, il demande la garde exclusive des jumeaux, m'a dit Paul pendant une pause. Même s'ils ont 19 ans, cela affecte les calculs de la pension. Ce sont des adultes. Comment peut-elle obtenir la garde d'adultes? Des adultes légaux qui sont encore à charge à l'université. Denis connaît toutes les failles. Il est aussi partenaire de golf du juge Brennan. Le juge Martin Brennan. J'avais en fait voté pour lui, croyant à ses promesses de campagne sur l'équité et les valeurs familiales. Mais dans cette salle d'audience, en le voyant hocher la tête à chaque mot de Denis tout en rejetant les objections de Paul, j'ai réalisé que la justice n'était qu'une autre transaction commerciale. Véronica a pleuré sur commande en décrivant mes abus, comment je l'avais isolée de ses amis, contrôlé les finances, lui avait fait sentir qu'elle ne valait rien. La femme qui avait dépensé 37 000 € pour rénover notre cuisine prétendait que je l'avais maintenue prisonnière dans un mariage sans amour. Mason et Sophia ont soumis des lettres disant que j'avais été absent de leur vie, choisissant toujours le travail plutôt que la famille. Ces lettres étaient comme des couteaux entre mes côtes. L'audience finale a duré 6 heures. Denis m'a dépeint comme un monstre qui avait caché des millions tout en terrorisant émotionnellement sa famille. La décision du juge Brennan a été rapide et brutale. Véronica a obtenu la maison, l'entreprise, toutes les économies et la garde exclusive avec une pension maximale calculée sur mon revenu précédent. Il ne me restait rien, sauf les vêtements que je portais et une Honda Civic de 20 ans que j'avais gardée pour des raisons sentimentales. C'est ça, la justice, a annoncé Denis assez fort pour que tout le monde entende en quittant le tribunal. Puis, plus bas, juste pour moi, elle a un goût incroyable, au fait. Le studio sur Belmont Avenue coûtait 800 € par mois et offrait une vue sur un mur de briques et l'odeur constante de curry du restaurant indien en dessous. Après 3 mois à y vivre, j'avais mémorisé chaque tache d'humidité au plafond, chaque fissure dans le plâtre, chaque heure où le bébé du voisin du dessus pleurait. Mon régime se composait de nouilles instantanées,
de sandwichs au beurre de cacahuète et de tout ce qui était en solde au magasin à $1. Le pire n'était pas la pauvreté. C'était l'invisibilité. D'anciens employés traversaient la rue quand ils me voyaient arriver. Les gars du country club faisaient semblant de ne pas me reconnaître à la station-service. Même Tommy, mon propre frère, devait garder ses distances car Véronica l'avait gardé dans l'entreprise et il avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Je suis désolé, Ray, avait-il murmuré lors de notre seule rencontre secrète sur une aire d'autoroute. Elle surveille tout. Denny l'a convaincu que tu prépares quelque chose. Si on me surprend à te parler, je suis viré. Mon compte en banque contenait exactement 1043 €. Le tribunal avait saisi mon salaire de l'emploi temporaire en entrepôt que j'avais trouvé, prenant 70% pour la pension alimentaire et les arriérés. Le juge Brennan avait basé les paiements sur mon revenu précédent, pas sur ma situation actuelle. Paul Redfield avait essayé de déposer une demande de modification, mais cela nécessitait une autre provision que je n'avais pas. Mason ne voulait toujours pas me parler. Sophia avait répondu une fois, en pleurant, disant que maman lui avait montré des preuves de mes liaisons. Des comptes en banque aux îles Caïmans, des choses qui n'existaient pas, mais que Denny avait rendues suffisamment réelles. L'isolement était complet. À 45 ans, j'étais plus seul que je ne l'avais été à 25. Sauf que maintenant, je n'avais ni la jeunesse ni l'espoir de mon côté. C'était un jeudi soir quand j'ai commencé à fouiller dans mon box de stockage. La seule chose que Véronica ignorait, car je l'avais loué au nom de mon père des années auparavant pour y entreposer ses affaires. La plupart des choses étaient sans valeur. De vieux outils, des albums photos, sa collection de cartes de baseball qui s'est avérée ne rien valoir. Mais dans une boîte à chaussures marquée, papiers importants, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'asseoir sur le sol en béton. Un livret d'épargne de la First National Trust daté du 15 janvier 1960. Le nom sur le compte était le mien, Raymond Eugène Ulbrook, et le dépôt initial était de $50. Attaché avec un trombone, il y avait une note écrite de la main soignée de mon grand-père, pour l'avenir de mon petit-fils. Ne pas toucher sauf en cas de besoin extrême. Eugène Ulbrook. Je me suis souvenu vaguement de l'histoire. Papy Eugène avait ouvert ce compte à ma naissance, son premier petit enfant. $50, c'était un salaire d'une semaine pour lui à l'époque. Mon père l'avait mentionné une ou deux fois au fil des ans, mais nous avions tous supposé que le compte avait été fermé lors de l'une des nombreuses fusions bancaires depuis 1960. La First National Trust avait été rachetée par Commerce Bank, qui fut rachetée par République Fédérale, qui fut finalement absorbée par Chase. Le livret était probablement sans valeur, une relique d'une autre époque. Mais assis dans ce box de stockage, entouré des vestiges de la vie de mon père, j'ai ressenti une étrange envie d'aller jusqu'au bout. Mon grand-père avait été un homme simple qui avait travaillé sur la chaîne de montage de Chrysler pendant 40 ans. Il était mort quand j'avais 10 ans, mais je me souvenais de ses mains, couvertes de cicatrices et fortes, et de la façon dont il me glissait toujours $1 quand mes parents ne regardaient pas, épargne la moitié, dépense la moitié, disait-il toujours. Le temps fait fructifier l'argent, Raymond. Souviens-toi de ça. Le lendemain matin, j'ai mis ma dernière chemise correcte, celle que je gardais pour les entretiens d'embauche, et je me suis rendu à l'agence Chase qui était autrefois la First National Trust. Le bâtiment avait été rénové plusieurs fois, tout en verre et en acier maintenant, rien à voir avec la banque en briques que mon grand-père aurait connue. La guichetière était une jeune femme nommée Patricia, vive et professionnelle. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, monsieur ? » « J'ai un vieux compte, » ai-je dit, en faisant glisser le livret jauni sur le comptoir en marbre. « Très vieux, de 1960. J'aimerais le clôturer. » Patricia a froncé les sourcils en regardant le livret. A tapé quelque chose sur son ordinateur. A froncé les sourcils à nouveau. « Laissez-moi vérifier notre système d'archives, » a-t-elle dit. Encore de la frappe. Son expression est passée de la confusion à la surprise. « Monsieur Ulbrook, pourriez-vous attendre un instant ? Je dois aller chercher mon directeur. » Génial, ai-je pensé. Ils vont me dire que le compte a été transféré à l'État il y a des décennies, ou qu'il a été fermé pour inactivité. Une autre impasse dans une vie qui n'en manquait pas. Patricia est revenue avec Theodore Grayson, le directeur de l'agence, un homme dans la cinquantaine qui semblait avoir tout vu en 30 ans de carrière bancaire. Mais l'expression sur son visage suggérait qu'il n'avait jamais vu ça. « Monsieur Ulbrook, » a-t-il dit, sa voix prudente et professionnelle. « Pourriez-vous venir avec moi dans mon bureau ?
Nous devons discuter de ce compte en privé. Je l'ai suivi, l'estomac noué par l'anxiété. Quoi qu'il arrive, je pouvais le supporter. Après tout ce que j'avais perdu, qu'était une déception de plus? Mais alors que nous passions devant les guichets et les caméras de sécurité, j'ai remarqué que les mains de Théodore tremblaient légèrement alors qu'il portait le livret de mon grand-père comme s'il était en or. Le bureau de Théodore Grayson était tout en acajou et en cuir, avec des certificats et des récompenses couvrant un mur. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a posé délicatement le livret de mon grand-père sur son bureau comme s'il pouvait exploser. Son écran d'ordinateur était tourné loin de moi, et je regardais ses doigts voler sur le clavier, son expression devenant de plus en plus incrédule à chaque frappe. Monsieur Ulbrook, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté, s'est raclé la gorge et a recommencé. Ce compte est extraordinaire. Votre grand-père n'a pas seulement ouvert un compte épargne. Il a ouvert ce qu'on appelait un compte de croissance séculaire, un produit que la First National Trust a brièvement proposé en 1960. Il a sorti une calculatrice et un bloc-notes, prenant des notes rapides. Le compte a été configuré avec un intérêt composé de 7,5% par an, bloqué pour un minimum de 45 ans. La banque a honoré ce taux à travers chaque fusion car c'était une obligation contractuelle. Personne ne pouvait y toucher, pas même vous. Jusqu'à ce que vous ayez 45 ans. J'ai eu 45 ans il y a 3 mois, ai-je dit, la bouche soudainement sèche. Exactement. Le compte est devenu disponible pour vous en janvier. Monsieur Ulbrook, comprenez-vous comment fonctionnent les intérêts composés sur de longues périodes? En théorie, oui. Théodore a tourné son moniteur vers moi. Ceci n'est pas de la théorie. C'est le solde de votre compte. Le nombre sur l'écran n'avait aucun sens. J'ai cligné des yeux, compté les chiffres, cligné à nouveau. 4 847 539 € et 28 centimes d'euros. C'est impossible, ai-je chuchoté. C'était $50. $50 à 7,5% d'intérêt composé sur 64 ans. Monsieur Ulbrook, Théodore a affiché une feuille de calcul montrant la croissance année par année. Votre grand-père a choisi l'instrument financier parfait au moment parfait. Au bout de 20 ans, il valait $212. Au bout de 40 ans, il était passé à 8 995 $. La vraie magie s'est produite au cours des 20 dernières années. Une croissance exponentielle. Mes mains tremblaient maintenant. C'est vraiment à moi? Il n'y a pas d'erreur? Aucune erreur. Mais monsieur Ulbrook, ce n'est pas tout. Théodore a ouvert un classeur et en a sorti un dossier qui semblait aussi vieux que le livret. Votre grand-père a également établi un avenant d'investissement au compte. En 1965, il a demandé à la banque d'acheter pour $100 d'actions dans une entreprise textile appelée Berkshire Hathaway. La pièce a semblé basculer. Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, la même. En 1965, ces actions coûtaient environ $19 chacune. Votre grand-père en a acheté 5. Aujourd'hui, après de multiples fractionnements d'actions et 60 ans de croissance, ces actions valent environ 7,6 millions d'euros. Je ne pouvais plus parler, plus respirer. Théodore m'a versé un verre d'eau d'une carafe en cristal, et je l'ai bu sans rien sentir. Votre grand-père a laissé des instructions détaillées, a poursuivi Théodore, en sortant une enveloppe jaunie avec mon nom dessus. Celle-ci devait vous être remise lorsque vous accéderiez au compte. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, de l'écriture soignée de mon grand-père, cher Raymond, si tu lis ceci, c'est que tu as atteint l'âge de la sagesse et que tu te trouves dans le besoin. Je ne savais rien de ton avenir en écrivant ceci, seulement que la vie a ses tempêtes et que chaque homme a besoin d'un port. Ton père, Harold, est un homme bon, mais il voit petit. Toi, je crois, tu verras plus grand. Mais même les grands esprits peuvent être abattus par des circonstances qu'ils ne peuvent contrôler. Je suis un homme simple qui a appris 3 vérités. Premièrement, l'argent n'est pas la richesse, le temps l'est. Deuxièmement, ce qui est caché ne peut être volé. Troisièmement, un homme qui semble n'avoir rien est souvent plus riche qu'un homme qui montre tout. J'ai choisi Berkshire Hathaway parce que j'ai rencontré un jeune homme nommé Warren lors d'une visite d'usine qui parlait avec bon sens de la valeur et de la patience. Peut-être que cela ne mènera à rien. Peut-être que cela mènera à tout. Utilise ce don avec sagesse. Ne fais entièrement confiance à personne, pas même à ceux qui partagent ton lit. Le monde est plein de gens comme Denny Caulfield et Veronica, bien qu'ils portaient d'autres noms à mon époque. Ton grand-père,
Eugène Hulbrook. PS, ne leur montre jamais tout ton jeu, Raymond. Jamais. J'ai levé les yeux vers Théodore, la vue brouillée. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Il y a une dernière chose, a dit doucement Théodore. Les instructions du compte spécifient que toute tentative d'y accéder avant votre 45e anniversaire annulerait tous les intérêts et les gains d'investissement. Si votre ex-femme avait été au courant de cela pendant la procédure de divorce et avait essayé de le réclamer, elle aurait entièrement détruit sa valeur. L'ironie m'a frappé comme un coup de poing. Véronica et Denis avaient été si minutieux, si convaincus d'avoir tout trouvé. Ils avaient engagé des experts comptables, enquêté sur chaque compte bancaire, tracé chaque transaction, mais ils n'avaient jamais pensé à chercher quelque chose ouvert avant même que j'aie un jour, caché à la vue de tous sous la poussière des décennies. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je demandé à Théodore. Premièrement, nous allons vous mettre en contact avec notre équipe de gestion de patrimoine privé. Deuxièmement, je vous suggère fortement de parler à nos avocats fiscalistes et conseillers financiers recommandés. Troisièmement, il a souri légèrement, vous pourriez envisager de garder cela secret jusqu'à ce que vous ayez fait vos plans. J'ai pensé au visage rieur de Véronica, au sourire en coin de Denis, au marteau dédaigneux du juge Brennan. Oh, j'ai l'intention d'être très silencieux, monsieur Grayson. Très silencieux, en effet. Je suis sorti de cette banque un homme différent de celui qui y était entré. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que j'avais enfin compris ce que mon grand-père avait essayé de m'apprendre. Le vrai pouvoir n'est pas ce que vous montrez au monde. C'est ce que vous gardez caché jusqu'au moment opportun. Pendant 2 semaines, j'ai continué à vivre dans ce studio, à manger des nouilles instantanées, à aller à mon travail à l'entrepôt. Je n'ai parlé à personne de la fortune qui dormait sur mes nouveaux comptes. Au lieu de cela, j'ai rencontré discrètement Arthur Blackstone, l'avocat le plus redouté de New York et, ironiquement, l'ancien mentor de Denis Caulfield. Denis était mon protégé, m'a dit Arthur lors de notre première rencontre dans son bureau en attique. Brillant, impitoyable et totalement dépourvu d'éthique. J'attendais le bon dossier pour lui donner une leçon. L'enquête d'Arthur a tout mis au jour. Denis et le juge Brennan n'étaient pas seulement des partenaires de golf. Ils avaient un arrangement financier impliquant des décisions favorables en échange de pots de vin. L'expert comptable qui avait témoigné contre moi était le cousin de Denis, il avait menti sur ses qualifications et avait fabriqué des preuves. Véronica avait eu des liaisons pendant 3 ans, non seulement avec Denis, mais avec 2 autres hommes du country club. Nous allons porter plainte pour fraude, faute professionnelle judiciaire et racket, a expliqué Arthur. Il ne s'agit pas seulement d'annuler votre divorce. Il s'agit de poursuites pénales. Le jour où Denis a été arrêté à son bureau était le même jour où j'ai quitté ce studio. Des agents du FBI l'ont emmené menotté sous les yeux de ses associés et de ses clients. Le juge Brennan a été arrêté le même après-midi. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire pendant des semaines, un avocat spécialiste des divorces de premier plan et un juge arrêté dans un scandale de corruption. Véronica m'a appelé en hurlant lorsque les actifs ont été gelés. Que as-tu fait ? Comment est-ce possible ? Tu n'avais rien. Je n'avais rien que tu puisses voir, ai-je répondu calmement. Mon grand-père m'a appris cette leçon, bien qu'il m'ait fallu tout perdre pour la comprendre. Le jugement de divorce a été complètement annulé. Véronica a dû rendre la maison, l'entreprise et ce qui restait de l'argent qu'elle n'avait pas déjà dépensé en bijoux, voitures et chirurgie esthétique. Denis, face à la radiation du barreau et à la prison, s'est retourné contre elle pour se sauver, révélant qu'elle avait aidé à planifier tout le stratagème depuis le début. Mason et Sophia sont venus me voir après que la vérité a éclaté. On leur avait montré de faux documents, raconté des mensonges élaborés, manipulés par leur mère pour leur faire croire que j'étais un monstre. Papa, nous sommes tellement désolés, a sangloté Sophia dans mes bras. Elle nous a montré des relevés bancaires, des photos. Tout avait l'air si réel. Vous êtes mes enfants, leur ai-je dit. Il n'y a rien à pardonner. Vous étiez aussi des victimes. J'ai vendu Hulbrook Fourniture de Plomberie, 6 mois plus tard pour 11 millions d'euros à Brennan Construction, qui avait toujours besoin d'un fournisseur fiable et voulait se distancier du scandale. Combiné au cadeau de mon grand-père, j'avais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Mais j'ai vécu modestement, achetant une simple maison de 3 chambres dans un quartier calme. J'ai créé la fondation Eugène Hulbrook, axée sur l'éducation financière pour les familles de la classe ouvrière. Chaque mois, je donne des cours au centre communautaire, expliquant les intérêts composés,
l'investissement à long terme et l'accumulation patiente de la richesse. Je leur parle de mon grand-père, l'ouvrier d'usine qui comprenait l'argent mieux que n'importe quel banquier de Wall Street. Le temps est votre plus grand atout, dis-je à chaque classe. Pas ce que vous gagnez, mais combien de temps vous le laissez fructifier. Tommy gère les opérations quotidiennes de la fondation. Aujourd'hui, nous avons aidé 300 familles à ouvrir leur propre compte d'investissement, leur enseignant ce que mon grand-père savait instinctivement. Que la richesse ne consiste pas à se montrer. Elle réside dans la sécurité, la patience et le fait de jouer la carte du long terme. Véronica travaille maintenant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Le même type de travail qu'elle avait quand nous nous sommes rencontrés. Elle vit avec sa sœur et conduit une Toyota de 10 ans. Denny a été radié du barreau et condamné à 3 ans de prison fédérale. Le juge Brennan a écopé de 5 ans et a perdu sa pension. Parfois, la justice gagne. Il faut juste de la patience. Mais voici ce que j'ai vraiment appris de tout cela. Mon grand-père, Eugène, qui n'a jamais gagné plus de 14 000 € par an, qui a occupé le même poste sur la chaîne de montage pendant 4 décennies, qui a porté le même costume à l'église pendant 20 ans. Il a compris quelque chose de fondamental sur la vie. La course n'est pas toujours au plus rapide, ni la bataille au plus fort. Parfois, elle revient aux patients, aux prudents, à ceux qui comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous affichez, mais dans ce que vous gardez caché. Je garde sa photo sur mon bureau maintenant, juste à côté de ce vieux livret d'épargne. Quand de jeunes entrepreneurs viennent à la fondation en se vantant de leur victoire rapide et de leurs affaires tape à accent grave-l'œil, je montre cette photo. Cet homme a transformé 50 $ en près de 12 millions d'euros, leur dis-je. Pas par des ruses, des combines ou en écrasant les autres, mais par la patience, la sagesse et la compréhension que le temps, utilisé à bon escient, est la force la plus puissante de l'univers. Chaque soir avant de me coucher, je relis sa note. Ne leur montre jamais tout ton jeu, Raymond. Jamais. Il avait raison. La meilleure main est celle que personne ne sait que vous détenez jusqu'au moment où vous la battez sur la table et que vous raflez tout. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la patience et la sagesse peuvent surmonter n'importe quelle trahison. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où la patience a porté ses fruits dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de triomphe sur l'adversité. Souvenez-vous, parfois les plus grandes bénédictions se présentent déguisées en les pires désastres. Il faut juste être assez patient pour les voir s'épanouir.